Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 août, le mercato bat son plein et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler d'un dossier que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, celui de Vinicius Junior, et pourtant Dieu sait qu'il y a des allers-retours dans ce dernier. On va parler de sa prolongation très hypothétique du côté du Real Madrid et on évoquera très rapidement la piste Arsenal, mais on va être honnête, c'est plutôt l'angle Real qui sera adopté au cours de ce journal. Nous parlerons également de Diomandé et de la communication toujours du côté du Real Madrid relativement surprenante dans un dossier qui commence pourtant à être bien connu. On parlera des Girondins de Bordeaux, une fois n'est pas coutume, mais il y a une grande victoire ou du moins une grande étape qui a été franchie dans le projet, dans la tentative de sauvetage. On évoquera Infantino et une sorte de coup d'état qui est peut-être en train de se produire à la tête du football mondial. Et on terminera avec Nzonzi, oui, Steven Nzonzi, le champion du monde 2018 qui fait son retour en France. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 10 millions de salaires en plus ou adieu Vinicius Junior, c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a autour des négociations de la prolongation de l'international brésilien du côté du Real. Et vu comment tu vois à quel point ça a été rapide pour expédier Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus à une époque, je me dis que la négociation avec le Real Madrid, il faut quand même faire attention parce qu'elle peut tourner de bien des manières. Alors déjà, le premier truc à évoquer, c'est à quel point c'est difficile d'évaluer ces 10 millions d'euros concernant les salaires du côté du Real Madrid. Je vous montre une infographie qui a été faite par Transfermarkt et qui parle des salaires au Real Madrid en 2025. Si tu vas voir Capology, qui est d'ailleurs cité en source du document, ils affichaient encore d'autres chiffres au cours de cet été, mais vous voyez enfin que entre le montant fixe et les primes, il y a une énorme différence. De toute façon, sur les salaires des joueurs de foot, on va être honnête, il y a autant de chiffres qu'il y a de sources. C'est impossible d'avoir des données à 100% fiables, donc est-ce que 10 millions d'euros ça pèse beaucoup ou non? On peut évidemment imaginer que c'est énorme parce que même avec toutes les variations selon les sources, ça reste une augmentation, un désaccord qui est massif entre le Real Madrid et Vinicius. Mais est-ce qu'il mérite ou pas? Comment ça le placerait dans la hiérarchie? C'est un peu plus complexe à évaluer. En fait, la question à se poser, c'est à quel prix tu veux garder Vinicius Junior? Tu sais que s'il y a une augmentation du joueur brésilien, tu vas un peu ouvrir la boîte de Pandore au sein du vestiaire madrilène. Ça a déjà été le cas avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui a un salaire particulièrement important. Mais là, tu montres que même un autre joueur peut prétendre à un salaire particulièrement élevé, peut aller au forcing concernant ses rémunérations. Et une fois que tu fais ça, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'autres joueurs qui vont toquer à la porte. Donc pour Vinicius Junior, même s'il a envie de rester au Real Madrid, je pense que sa victoire contractuelle, elle n'est pas assurée, très loin de là. Est-ce qu'il faut faire des efforts pour le garder? En fait, le joueur, il a 26 ans et on l'a vu au cours de la saison passée, même si c'est pas la plus grande saison de Vinicius Junior, il a eu des moments où il était capable de revenir au top. Il sort également d'une Coupe du Monde que j'ai trouvé personnellement particulièrement intéressante. Mais la question c'est, est-ce que tactiquement ça peut le faire du côté du Real Madrid avec les recrues et les problématiques qui étaient déjà présentes? Est-ce que tu n'arrives pas en fin de cycle? Est-ce que ce serait pas mieux pour tout le monde qu'on passe à autre chose? Moi je pense que c'est toujours mieux de commencer une saison avec Vinicius Junior dans son effectif plutôt que de ne pas l'avoir, étant donné que c'est un talent massif, mais t'aurais des offres intéressantes. On parle de Arsenal qui pourrait proposer 150 millions d'euros pour la dernière année restante du contrat du joueur. Ça amène à réfléchir. Du côté du joueur, on peut se dire qu'Arsenal en plus, aujourd'hui c'est un club qui est hyper compétitif, finaliste de la Champions League, gagnant de la Premier League. Après, Vinicius Junior en Première League, on en reparlera si ça se fait, mais il y aura des choses à dire. Incompétence ou mensonge concernant Diomandé et le Real Madrid? Non, parce que quand on voit les échos de la presse depuis quelques heures, c'est assez délirant. On dit que le club n'était pas au courant des litiges entre Maxidel et Roc Nation. Messieurs, soyez sérieux, tout le monde parle de la vidéo de Romain Molina, mais en réalité, ça fait des semaines que tout le monde est au courant. Ça fait des semaines que je ne parle même pas du monde du foot. Tout le monde sait à quel point c'est un sketch. Il y a même Liverpool qui, au tout début de l'été, s'était fait afficher pour ne pas avoir été capable de parler au bon agent concernant Diomandé. Ça vous montre à quel point c'est une dinguerie. Et ça dépasse bien évidemment de loin le cadre de ses droits à l'image et du litige qui va devant les tribunaux. Il y a également eu des droits de représentation qui ont été distribués ou du moins où c'était assez flou sur qui représentait les joueurs, des mandats où ça amenait des questions, donc le dossier Diomandé qui a un panier de crabes, c'est su. Et c'est pas de la faute du joueur, j'aimerais envie de dire que c'est le plus triste dans ce dossier, c'est que Diomandé c'est un dossier contractuellement assez foireux, mais le joueur est finalement victime là-dedans.
C'est un jeune joueur, c'est toujours difficile de bien se faire entourer. Quand tu veux changer d'agent, t'as toujours une petite clause qui te tombe sur le nez et finalement ça va compromettre potentiellement un transfert, même si je vais vous expliquer pourquoi je reste immensément positif. Alors que le joueur, lui, n'a rien demandé. Vous ajoutez à ça un RB Leipzig qui est extrêmement gourmand concernant sa pépite, et évidemment, vous avez un des dossiers drama de l'été. Alors je reste quand même confiant, pourquoi ? Déjà, petit 1, car quand le Real Madrid veut un joueur, ils ont ce joueur. Ils ont les moyens financiers pour poser beaucoup de thunes, ils ont l'attractivité pour réussir à convaincre n'importe qui, d'autant plus que Diomandé n'a plus la possibilité d'aller au Paris Saint-Germain désormais, et puis surtout, le dossier est tellement avancé que quelle image ça donnerait d'avoir le Real Madrid qui fait machine arrière. Je pense vraiment que ça va se faire, mais vraiment un panier de crabes, et je pense qu'on va en avoir pour des mois et des mois, on va apprendre d'autres dingueries là-dessus. Mais le Real Madrid qui dit qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Moi j'étais au courant il y a un mois de la situation des agents de Diomandé. Je suis personne. À mon avis, au Real Madrid, eux, ils savaient très bien aussi. Est-ce que vous voyez la photo des soldats qui lisent à la fin de la Seconde Guerre mondiale une de journal où c'est mis que le grand méchant, on va l'appeler comme ça, est mort? J'ai l'impression que les Bordelais c'était un peu la même chose avec le journal ce week-end parce que c'est officiel, Gérard Lopez n'est plus à la tête des Girondins de Bordeaux, il y a un rachat du club à Sparta Capital, ce qui lui permet d'éviter la faillite. Alors le club il a été racheté pour 1 euro symbolique, ça peut sembler peu vu le prestige des Girondins de Bordeaux, mais vous le savez sûrement, ce que tu rachètes c'est surtout une montagne de dettes. Et d'ailleurs, je veux pas présumer négativement de ce qu'est Sparta Capital, mais quand je vois leur communication qui remercie Gérard Lopez, ça me donne envie d'avoir un fou rire nerveux. Alors dans le monde des affaires, après qu'un deal vient d'être conclu, évidemment, t'as une hypocrisie qui est en place, t'as des choses que tu dois dire qui font partie du cahier des charges, qui font partie des us et coutumes, mais en attendant Gérard Lopez, moi je lui dis pas merci, c'est un mec où j'espère qu'il ne retouchera jamais un club de foot. Tous les projets où il est passé, ça a été au mieux une catastrophe, au pire une faillite. Il y a des questions de gestion qu'on peut mettre sur la table. Et là, on parle quand même d'un rachat où il fallait assurer 10 millions d'euros au club pour derrière ne pas connaître un naufrage encore pire que ce qu'on connaît actuellement. Et c'est terrible cette affaire parce qu'au-delà du cas précis de Gérard Lopez, ça nous rappelle le péril dans lequel se trouve le football français et qu'absolument aucun club est à l'abri. Parce que Bordeaux, c'est un pilier de la Ligue 1 normalement, c'est un club historique, c'est un club qui a du prestige, c'est un club qui a des milliers et des milliers de supporters, mais vous voyez où sont les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. J'espère en tout cas que l'avenir sera meilleur pour eux, mais de toute façon, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire trajectoire que celle des dernières années. Terminé le projet de société commerciale de la FIFA et d'Infantino pour la Coupe du Monde, reste que l'UEFA ne lâche pas l'affaire, ils font désormais pression pour faire chuter le dirigeant de l'instance internationale du football, et on peut dire qu'ils ont un sacré créneau à exploiter. Alors la presse nous apprend notamment qu'il y a une mise en demeure, et ça me fume, parce que on sait que c'est un élément juridique qui vaut pas grand chose, reste que quand ça vient de l'UEFA et que ça s'adresse à la FIFA, c'est un autre délire. Moi je redis ce que je dis depuis le début de ce dossier, attention à pas avoir une lecture binaire et à croire qu'il y a des gentils et des méchants. La FIFA sous Infantino et la FIFA de manière générale, parce que sous Sepp Blatter on pouvait également dire beaucoup de choses, ça représente absolument toutes les dérives du football que je déteste. Donc loin de moi l'idée de les défendre, très loin de là, le downfall d'Infantino me fait le plus grand plaisir. Mais l'UEFA, ce sont des requins dans un costume différent, ni plus ni moins. Séphérine n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas un défenseur du football. On sait qu'il y a une guerre politique entre la FIFA et l'UEFA depuis bien longtemps. Infantino a fait une erreur stratégique en essayant de pousser le curseur un petit peu trop loin, et l'UEFA a une occasion en or de faire chuter le patron de la FIFA et peut-être d'accroître son influence et de placer certains de ses hommes dans l'instance mondiale du football. Donc il ne faut pas croire que c'est une victoire du foot dans son ensemble. On avait déjà vu ça concernant le projet de Super League quand la Ligue des Champions a réussi à survivre, mais vous voyez que depuis, la Ligue des Champions, elle évolue de plus en plus vers un format qui pourrait être catalogué comme proche d'une Super League, et croyez-moi, c'est pas fini. Donc on va voir comment tout ça se termine, mais clairement on est dans un épisode de House of Cards footballistique, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a simplement des conflits d'intérêts et des hommes qui s'affrontent pour le pouvoir dans le football mondial, mais croyez-moi, il n'y a aucun camp qui est véritablement vertueux.
Champion du monde 2018, dans ma tête, Steven Zonzi, il a 48 ans, mais non, pas du tout, et pour cause, il est toujours joueur de foot et il revient même en France, il signe en Ligue 2, plus précisément du côté de Dunkerque. En réalité, il n'a que 37 ans, il est évidemment plus proche de la fin que du début, c'est bien pour ça qu'il revient en deuxième division et qu'il ne signe pas dans un club de Ligue 1, mais en attendant, c'est quand même un mec qui a une sacrée carrière et qui est assez méconnu en France, paradoxalement à son statut de champion du monde. Ça s'explique sans trop de difficultés. Zonzi, c'est un joueur qui n'est pas resté longtemps du côté de la France. À Amiens, il a joué entre 2007 et 2009, ça remonte, c'était en plus en Ligue 2, et derrière, il a beaucoup voyagé, Angleterre, Espagne, Italie, Turquie, une très belle carrière. Le retour à Rennes qui l'a remis au centre des médias en France en 2020, et puis derrière, un nouvel enchaînement de destinations soit exotique, soit moins médiatisé en France. Et même pour sa carrière internationale, finalement, ce qui aurait dû le mettre sur le devant de la scène médiatique en France, ça n'a jamais été le joueur le plus exposé. Il a eu des sélections pendant 3 ans, une vingtaine. Il y a évidemment son gros fait d'armes à mon goût qui est sa mi-temps durant la Coupe du Monde 2018, durant la finale où il a été particulièrement important. Mais en dehors de ça, on retient évidemment plus N'Golo Kanté, on retient évidemment plus Matuidi, on retient évidemment plus Pogba. Mais en attendant, Nzonzi, c'est un mec qui a une sacrée carrière, qui va apporter de l'expérience du côté de Dunkerque. L'année dernière en Championship, c'était grosso modo un match sur 2 débuté titulaire. Je ne l'ai pas vu évoluer, donc je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Et moi, étant donné que je supporte le FC Nantes, je vais pas mal regarder la Ligue 2 cette saison. Terminé pour le journal du jour cet après-midi, petit scouting, j'ai fait mes devoirs ce week-end, on parlera d'une recrue potentielle du côté du Paris Saint-Germain, vous voyez évidemment de qui je parle, non c'est pas un gardien, je ferai jamais de vidéo purement scouting sur les gardiens, parce que c'est un domaine que je trouve assez délicat à évaluer, et de mon côté j'ai un peu plus de mal à avoir des avis tranchés. Si je vous dis ça, vous avez deviné quelle autre piste est évoquée du côté de Paris, bien évidemment. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.